Bonsoir peuple d'Afrique, bonsoir tous ceux qui aiment l'Afrique, c'est votre frère Doudou Harouna du Niger. Je voudrais parler aujourd'hui de 3 sujets. Mais avant de commencer les sujets, je voudrais ici retirer mon soutien à la junte militaire burkinabé. Parce que quand ils ont fait le coup d'État, je suis sorti pour les soutenir, pensant que ce sont des panafricanistes qui veulent libérer l'Afrique de l'impérialisme, comme le Mali. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour cela que je retire mon soutien. Donc, je passe au premier sujet. Le premier sujet, il s'agit d'un audio d'un journaliste de la RFI qui est en train de questionner un ministre nigérien. Plus ou moins, il est en train de demander des explications. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour réduire les naissances au Niger, pour réduire, pour lutter contre le mariage précoce. D'abord, moi, je suis contre le mariage des mineurs, ceci, cela. Voilà. Mais, sommes-nous un pays indépendant? Oui ou non? Qu'est-ce qu'un pays de l'Occident a à s'impliquer de comment nous avons à nous gérer? Chaque année, on fête l'indépendance du Niger. Quand on écoute un journaliste et un ministre comme ça, on se demande où est l'indépendance. Je vous propose d'écouter. De la santé et de la population. Iliassou Idi Maïnassara, bonjour. Bonjour. Voilà 40 ans que l'État du Niger essaye de mener une politique de contrôle des naissances, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui peut changer avec l'Office nigérien de la population? Je pense avec l'avènement de l'Office nigérien pour la population, à partir du moment où le diagnostic a été fait sur les différents facteurs, il y a le mariage précoce des jeunes filles, il y a le non-maintien de la jeune fille à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans, je pense que les choses sont en train d'être remises sur les rails. Et en fait, c'est des facteurs qui ont contribué à l'augmentation de la natalité, mais également à l'augmentation du taux de fécondité. Vous prenez une femme de moins de 40 ans peut avoir au Niger en moyenne 10 à 12 enfants. Et le mariage précoce est d'actualité au Niger et l'âge moyen, c'est de 12 ans à plus. Et vous dites que si les jeunes filles restent à l'école jusqu'à 18 ou 20 ans, elles éviteront 2 ou 3 grossesses dans leur vie. On peut réduire le nombre de grossesses. Et tout récemment, à l'occasion d'un symposium que le président de la République de l'État a présidé, les chefs traditionnels eux-mêmes se sont engagés à ne plus prendre une fille de moins de 18 ans comme épouse. Alors pour maintenir les jeunes filles à l'école jusqu'à la fin du collège, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 18 ans, je crois que vous voulez construire des internats pour jeunes filles, mais qu'est-ce qui vous garantit que les parents de la jeune fille vont accepter que celle-ci quitte son village pour aller en internat? Mais actuellement, avec la création de nouveaux internats de jeunes filles, il y a un engouement. Et aujourd'hui, tous les internats créés pour les jeunes filles accueillent des jeunes filles. Il n'y a pas eu de réticence. Elles sont prises en charge à 100% par l'État. Elles étudient et c'est un engagement pris par le président de la République. Ces internats, leur construction va s'étendre dans pratiquement toutes les zones où aujourd'hui on a des difficultés à augmenter le taux de fréquentation des jeunes filles à l'école. Mais tout de même, n'y a-t-il pas des résistances culturelles ou religieuses de la part de certains parents, de certains chefs traditionnels, de certains marabouts qui se montrent hostiles à l'éducation des jeunes femmes? Non, on n'a pas ce problème ici au Niger à partir du moment où ces chefs traditionnels sont engagés. Il y a des stratégies qui ont été mises en place, par exemple les écoles de Maril, etc., qui ont eu à sensibiliser ces chefs traditionnels. Et aujourd'hui, ces chefs traditionnels nous accompagnent. Mais quand il y a un prêche religieux dans tel ou tel village de telle ou telle région qui s'oppose à la scolarisation des jeunes filles, comment vous faites face? Bon, ça c'est des courants, c'est des tendances. Mais malgré ça, la sensibilisation continue. Ces tendances, c'est pas seulement au Niger. Ça, il y a beaucoup de pays musulmans où il y a toujours des tendances, où il y a des gens qui pensent que la scolarisation, pas seulement de la jeune fille, la scolarisation est du haram.
Mais il faut continuer la sensibilisation. C'est pas parce qu'il y a des tendances qui pensent que scolariser quelqu'un constitue du haram. Il faut les sensibiliser. Et c'est quoi le haram? Bon, haram, dès qu'on dit haram, est de leur entendement qui n'est pas bon, qui n'est pas accepté par la religion. Or, il n'y a aucune religion qui dit que non, éduquer quelqu'un, c'est du haram. Non, il faut les sensibiliser, il faut les impliquer dans la sensibilisation. Et c'est pourquoi, en novembre dernier, avec l'aide du Fonds des Nations Unies pour les populations, vous avez réuni tous les grands chefs traditionnels du pays. Tous les chefs traditionnels du Niger, que ce soit chefs des cantons, sultans et tous les leaders du Niger et même des autres pays musulmans qui étaient venus de l'Égypte, en tout cas, pratiquement tous les chefs coutumiers, les chefs religieux qui ont compris l'importance de bannir le mariage précoce. Également, il y a des stratégies innovantes qui ont été expérimentées ailleurs, dans d'ailleurs beaucoup de pays musulmans, et qui ont permis d'avoir des résultats satisfaisants. Et c'est pour ça que je vous dis c'est un processus de longue haleine et on va apprécier les résultats. Monsieur le ministre, merci. Le ministre nigérien de la Santé et de la Population, Ilyassou Idi Maïna Sarr, avec Christophe Boisbouvier. Vous retrouvez cette... Est-ce que pour quelqu'un qui se sent libre doit se comporter comme ça? Est-ce que nous sommes obligés de d'adopter la culture des autres? Nous avons nos propres cultures. Nous avons nos propres cultures que beaucoup d'Européens sont impressionnés de nos cultures. Et maintenant, nous sommes en train de partir dans une colonisation culturelle. Nous, en Europe, ils font des campagnes même pour que les femmes accouchent. Oui. Tout est dans les conditions. C'est ça. Comme ça que ça doit aller. Mais on ne peut pas empêcher des gens d'accoucher. Ce n'est pas possible. Le rôle d'un président, des autorités, c'est de mettre le peuple à l'aise, de créer des fonctions. Oui, pour que les générations futures qui vont venir vont faire la même chose. Nos ancêtres se sont libérés. Mais vous nous rendez vous-même. Vous vous rendez vous-même. Je vais dire vous, parce que parce que nous, cette génération, on a pris conscience. C'est des foutaises. Que quelqu'un s'assoie chez lui pour te dire ce que tu dois faire chez toi. Je passe au deuxième sujet. Il s'agit de la visite d'Antonio Guterres au Niger. Le Niger est un pays démocratique, un pays de bonne gouvernance, un pays qui sait ce qu'il fait et qui a une vision nette sur son futur. Mais l'armée du Niger n'est pas suffisamment équipée contre les groupes terroristes. Il faut investir dans l'armée du Niger. Antonio Guterres dit que le Niger est un pays démocratique, de bonne gouvernance. Oui. Comme je l'ai toujours dit, si ces gens-là disent que tu es bon, ça veut dire que tu es un traître. Oui. Ils disent Assimi Goïta n'est pas bon. Il faut voir, son peuple est derrière lui. C'est parce qu'il est bon pour son peuple. Ouais. Hier, il y a un Nigérien qui a été cherché par l'Interpol du Niger, qui est parti jusqu'à la police, je veux dire, qui est parti jusqu'en Côte d'Ivoire pour prendre un Nigérien, pour l'amener au Niger, juste à cause de son opinion. Juste à cause de son opinion. C'est ça le Niger démocratique d'Emmanuel Macron
d'Antonio Guterres. Le Niger, avec 2 présidents. À son arrivée au Niger, il avait rencontré 2 présidents. Oui, parce que les Nigériens ont même des difficultés de savoir qui dirige le Niger. C'est Mahamadou Issoufou ou bien Bazoum. Parce qu'il est toujours là. Il va profiter de chaque occasion pour se montrer. Regardez les photos. Donc c'est ça le Niger démocratique. Le Niger démocratique où, je ne cesserai de le dire, que les Nigériens sont en prison. Ils n'ont pas le droit de manifester. Il n'y a pas de manifestation au Niger. Interdiction. Tu parles, on te prend, on te jette en prison. C'est le Niger démocratique d'Antonio Guterres et de Emmanuel Macron où on libère des terroristes, des chefs terroristes, mais on part chercher un Nigérien en Côte d'Ivoire à cause de son opinion pour le mettre en prison. C'est ça le Niger démocratique. C'est le Niger démocratique où le pouvoir, c'est parents, amis, connaissances. C'est le Niger démocratique où les détournements est devenu comme une culture. L'impunité. On détourne l'argent de l'État, rien ne se passe. Si on te demande même, oui, si vous avez détourné, venez payer et puis il n'y a pas de problème. Où est cette justice? Donc ils font ce qu'ils veulent. Les Nigériens sont en train de regarder. Je profite ici pour lancer un appel à tout celui qui est intéressé pour qu'on crée une organisation d'aide aux prisonniers politiques. Je suis prêt à m'engager aussi dans cette direction. Je vous passe mon numéro. Tout celui qui est intéressé, il n'a qu'à me contacter. On va essayer de voir comment on peut amener d'aide à ces personnes emprisonnées juste à cause de leur opinion. Je profite de l'occasion aussi pour... je vous présente sa photo. Elle s'appelle Dr Malam Zara Oumarou, au micro du journaliste Younoussa Issa, une femme patriote. Parce que moi, je suis quelqu'un, si quelqu'un fait quelque chose de remarquable, de patriotique, je veux parler. Je ne connais pas cette dame, mais j'ai vu ce qu'elle a dit. Je suis impressionné. C'est un patriote qui mérite d'être soutenu. Cette femme a porté plainte contre les bases militaires françaises, européennes. Elle a porté plainte en France. Et elle compte porter plainte aussi si elle n'arrive pas à être entendue là-bas en France. Elle compte aussi porter plainte à la CPI. Donc vraiment, je dis chapeau. Madame Malam Zara Oumarou, vous avez mon soutien. C'est des genres de personnes que nous avons en vie au Niger. Le troisième sujet, c'est concernant encore la visite d'Antonio Guterres, où, je ne sais pas si c'était au Nigeria ou bien c'était au Sénégal, où j'avais entendu à la radio ici, il disait que oui,
il veut vraiment que l'Afrique soit aussi dans le Conseil de sécurité de l'ONU, et que l'Afrique soit représentée là-bas, ceci, cela. Mais lui seul, il ne peut pas. Il faudrait que aussi, il faudrait l'accord aussi des autres. Donc, il nous fait comprendre que oui, il veut que l'Afrique soit dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors que cette proposition, ou bien ceux qui veulent que l'Afrique et d'autres pays viennent dans ce Conseil de sécurité, c'est la Russie. Je vous propose aussi d'écouter la vraie version. Le Conseil de sécurité doit se débarrasser de son défaut, c'est-à-dire que sur 15 places, un certain nombre de places reviennent à des pays occidentaux. Nous voudrions voir des représentants de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine, de façon permanente. Et cela a été rappelé directement par nos partenaires de l'Inde et du Brésil. Mais il faut qu'il y ait aussi des candidatures africaines ici. Et donc la résolution